C'était un après-midi gris de novembre lorsque Lara C., âgée de 9 ans, rentrait de l'école avec son amie. Comme souvent, elles empruntaient le petit sentier qui traversait la forêt, un chemin familier, calme et peu fréquenté. Elle riait encore lorsqu'une silhouette masculine surgit soudainement du sous-bois. Masqué, immobile. L'amie de Lara s'est mise à courir, mais Lara est restée immobile. Les heures passèrent, mais Lara ne revint pas chez ses parents. En début de soirée, ses parents appelèrent les secours et une vaste opération de recherche fut lancée. Mais la jeune fille resta introuvable, jusqu'à ce que, 21 ans plus tard, un ouvrier découvrit dans une vieille cave quelque chose d'aussi horrible que cela allait plonger toute une nation dans le choc. Tout cela dans ce documentaire. Le 14 novembre 2002 était un jeudi, une de ces journées typiques de fin d'automne dans le Tennessee, où le soleil est déjà bas entre les arbres vers 4 heures de l'après-midi. Lara venait de passer une journée d'école tout à fait normale. Sa mère dira plus tard qu'elle était de bonne humeur, qu'elle portait sa veste préférée, celle dont le bouton était arraché à la manche. Lara avait 9 ans. C'était une enfant discrète, plutôt réservée. Elle aimait les animaux et voulait devenir vétérinaire plus tard. Son enseignante la décrit comme attentive, un peu rêveuse, mais polie. Après l'école, Lara et son amie Emily empruntent le même chemin qu'elles prennent presque tous les jours. Un raccourci à travers la forêt, long d'environ 1 kilomètre, mène du terrain de l'école primaire directement au lotissement situé à l'orée de la forêt, où vivent les 2 familles. Un sentier recouvert de feuilles mortes, avec seulement des arbres et des buissons à gauche et à droite, et ici et là une cabane abandonnée. Les 2 filles courent côte à côte, discutent de leurs devoirs, de la nouvelle maison de poupée Barbie d'Amy. Il est environ 6h50 lorsque cela se produit. Emily racontera plus tard qu'elle a d'abord senti une odeur, de la peinture ou du solvant, quelque chose de chimique. Puis elle aperçut un mouvement à droite du chemin. Un homme sort des buissons. Il est vêtu de noir et porte un masque en tissu sombre. Pas un mot, pas un bruit, seulement ce mouvement. Le masque n'est pas comme ceux d'Halloween. Il semble plutôt improvisé, comme découpé dans une manche. Emily crie. Puis elle se met à courir, sans se retourner. Elle dit qu'elle pensait que Lara était juste derrière elle. Mais lorsqu'elle arrive à bout de souffle sur la route, elle est seule. 2 minutes plus tard, Emily est chez elle. Sa mère appelle immédiatement la police. Moins d'1 heure plus tard, la première voiture de police arrive dans le lotissement. Mais Lara est introuvable. Une équipe de recherche commence à fouiller la forêt le soir même. Lampe de poche, chien, bénévoles. Plus tard, on dira que ce fut la plus grande opération de recherche dans la région depuis 20 ans. Mais elle ne donne rien. Aucun cri n'a été entendu, aucune lutte, aucun vêtement sur le chemin. Seule une découverte reste dans la mémoire des enquêteurs. À une centaine de mètres du chemin, sous un buisson de mur, un policier trouve l'écharpe de Lara. Bleu clair avec de petites fleurs, soigneusement pliées. Elle n'a pas été jetée négligemment, presque comme si quelqu'un l'avait pliée. Cette découverte est le premier indice, et en même temps, la dernière trace tangible pendant longtemps. À la tombée de la nuit, la forêt est silencieuse. Les parents de Lara sont assis dans la cuisine de leur maison pendant que les policiers fouillent la chambre de leur fille. Un cahier de mathématiques ouvert est posé sur le bureau. À côté, une pomme à moitié mangée. Rien n'indique que Lara aurait pu s'enfuir. Son sac à dos est bien rangé près de l'entrée. Elle n'a même pas emporté sa peluche préférée. Les enquêteurs interrogent les voisins, les enseignants, les membres de la famille. Mais personne n'a rien remarqué de suspect. Pas de voiture étrangère, pas d'homme inconnu, pas de dispute, pas de lettre de menace. Le lendemain matin, le visage de Lara fait la une du journal local. Le titre : une fillette de 9 ans disparue sur le chemin du retour. La police enquête. L'école reste fermée pendant 2 jours. Dans la classe, une photo de Lara est accrochée au tableau. Emily dit qu'elle a pensé chaque jour que Lara allait soudainement réapparaître, comme si elle allait simplement entrer par la porte et demander pourquoi tout le monde avait l'air si triste. Mais Lara reste introuvable.
Et ce n'est que le début. Le lendemain de la disparition de Lara, la maison de la famille C est pleine de monde. Des policiers, des proches, des voisins, des journalistes. La mère est assise sur le canapé, un bloc-notes sur les genoux, mais elle n'écrit rien. Le père fume devant la maison, bien qu'il soit non-fumeur. Un policier pose une série de questions standards. Quand Lara a-t-elle mangé pour la dernière fois? Avait-elle une dispute avec quelqu'un? Était-elle différente ces derniers temps, si quelqu'un s'intéressait à elle? La mère secoue la tête à chaque fois. Toujours les mêmes réponses. La police traite d'abord l'affaire comme une disparition. Aucune preuve d'un crime, aucun indice sur un auteur. Mais les agents savent que le temps joue contre eux. Les premières 24 heures sont décisives. Après, les chances diminuent rapidement. Dès le début de la matinée, des chiens pisteurs sont appelés en renfort depuis le comté voisin. Les chiens suivent une piste qui mène dans la forêt, sur environ 200 mètres, puis se perd. L'odeur s'arrête là, comme si quelqu'un avait emmené Lara hors de la forêt à cet endroit précis. Peut être dans un véhicule. Un voisin déclare avoir vu une voiture claire en fin d'après-midi. Peut être une camionnette ou un pick-up. Il n'en est pas sûr. La police prend note. Plus tard, cette information sera presque perdue parmi toutes les autres. Des affiches sont placardées à l'école. L'enseignante Lara, une femme d'une quarantaine d'années à la voix douce, déclare dans une interview qu'elle ne peut pas croire que quelqu'un ait voulu faire du mal à cette fillette. Elle était trop calme, trop gentille, presque invisible. Dans l'après-midi, une première conférence de presse a lieu. Un porte-parole de la police se tient les bras croisés devant le bâtiment du bureau du shérif du comté. Derrière lui, une banderole avec le sceau de l'État. Il dit que tout est mis en œuvre, qu'il n'y a aucune raison de paniquer, que la population peut se sentir en sécurité. En arrière-plan, on aperçoit le père de Lara, le front plissé. La police fouille à nouveau la forêt. Cette fois-ci, elle dispose de plus de personnel, de détecteurs de métaux et d'une équipe de bénévoles. Il fait humide, froid, et les feuilles mortes étouffent les bruits de pas. Une femme âgée trouve un bouton bleu clair, avec un motif floral. Il sera plus tard identifié comme étant celui de la veste de Lara. Mais cela ne dit rien sur l'endroit où elle se trouvait, seulement qu'elle a dû passer par là. La mère est conduite au poste de police pour remettre des vêtements. Pour les chiens pisteurs, on lui demande s'il y a quelqu'un dans son entourage qui aurait pu se faire remarquer. Elle ne donne aucun nom, mais elle se souvient d'une conversation que Lara avait eue quelques jours auparavant, à propos d'un homme assis près du terrain de jeu. Il ne parlait pas aux enfants, mais ne semblait pas être un père. Les agents enregistrent sa déposition. L'homme n'a jamais été retrouvé. Le soir, les parents de Lara sont assis dans le salon. Ils ne disent presque rien. La caméra d'une chaîne de télévision locale est installée sur la pelouse. La lumière est éblouissante. Un journaliste leur demande s'ils pensent que Lara est encore en vie. La mère ne répond pas. Le père dit seulement « Elle doit être en vie, sinon je ne pourrai pas me lever ». Le premier jour est terminé et Lara est toujours portée disparue. Les 72 premières heures suivant la disparition d'un enfant sont considérées comme décisives. Tous les enquêteurs le savent. Et même si personne ne le dit à voix haute, tout le monde dans le village a un mauvais pressentiment. Lara a 9 ans. Elle n'était pas à vélo. Elle était à pied. Et ce n'était pas une rêveuse qui s'enfuyait comme ça. Le deuxième jour, la police étend les recherches. Toute la forêt autour du chemin de l'école est passée au peigne fin. Pompiers, bénévoles, chiens pisteurs, même une brigade à cheval. Il fait froid, il y a du vent et il pleut légèrement par intermittence. Mais il continue. Pas à pas, les parents insistent pour les accompagner. Dans une branche secondaire du sentier, une aide rechercheuse découvre quelque chose qui passe presque inaperçu au premier abord. Entre les feuilles mouillées se trouve un petit écusson rond et coloré avec un arc-en-ciel. La mère le reconnaît immédiatement lorsqu'elle en entend la description plus tard. Lara l'avait sur son sac à dos d'école. Le sac à dos lui-même reste cependant introuvable. Le troisième jour, un garçon du quartier se présente.
Il a 10 ans. Il dit avoir vu un homme sur l'ancien chemin forestier, l'après-midi de la disparition, à une centaine de mètres du sentier. L'homme était penché et portait quelque chose. Sur le chemin du retour, le garçon a vu une camionnette blanche, sans logo, mais avec des bosses sur le côté. La police vérifie la déclaration, mais le garçon ne se souvient pas de la plaque d'immatriculation. Il n'y a pas d'image de vidéosurveillance, ni de témoins qui confirment le véhicule. La piste reste vague. Entre-temps, la maison de la famille est également fouillée. Non pas parce qu'on se méfie d'eux, mais parce que dans de tels cas, chaque recoin doit être vérifié. Il n'y a aucun indice de problèmes familiaux. Pas de maltraitance, pas de motif de fuite. La police confirme. Tout indique qu'il s'agit d'un acte criminel. Les médias en parlent désormais tous les jours. D'abord au niveau régional, puis dans tout l'État. Les journaux publient la photo de Lara, accompagnée du numéro de téléphone de la police. Les talk-shows se saisissent de l'affaire. Les journalistes se pressent devant l'école, devant la maison, dans la forêt. Mais malgré toute cette attention, une question reste sans réponse. Où est Lara? Puis, le soir du 3e jour, une femme se manifeste. Elle vit seule dans une cabane isolée à l'orée de la forêt. Elle dit avoir entendu des cris jeudi vers 17h. Pas très fort, mais comme un appel faible. 2 peut être 3 fois. Elle a pensé que c'était un jeu. Ce n'est que lorsqu'elle a entendu parler des recherches qu'elle s'est inquiétée. Les agents prennent sa déclaration au sérieux. Près de sa cabane se trouve un ancien pavillon de chasse, abandonné depuis longtemps, les fenêtres condamnées. La police arrive avec des lampes de poche et des outils. Ils enfoncent la porte. Le sol est couvert de poussière. Aucune trace. Mais dans un coin se trouve une basket d'enfant, blanche, avec un bord rose, taille 33. La mère la reconnaît immédiatement. C'est la chaussure gauche de Lara. À côté, rien. Pas de sang, pas d'autres indices. Mais cette découverte change tout. C'est la première preuve tangible que Lara n'a pas simplement disparu. Elle a été enlevée, et les enquêteurs remarquent autre chose. La couche de poussière sur le sol est inégale, comme si quelqu'un s'était tenu là. Peut être dos à la porte, peut être à l'écoute, peut être en attendant. Mais qui que ce soit, il est parti depuis longtemps. Millerburg n'est pas un endroit dont on parle habituellement. Un village endormi au milieu du Tennessee. À moins de 10 minutes, en voiture de l'autoroute la plus proche, il semble pourtant être un monde à part. Près de 3000 habitants, un supermarché, 2 églises, une école. La forêt commence juste derrière les rues résidentielles, comme si elle encadrait le village, ou le dévorait quand personne ne regarde. À première vue, la région est belle. Beaucoup le disent. De grands arbres, une eau claire, peu de circulation. Mais ceux qui restent plus longtemps ressentent autre chose. Le silence est trop profond ici. La brume reste trop longtemps entre les arbres. Et les gens parlent rarement de ce qui s'est passé. Pas seulement de Lara. Car en 1979, soit 23 ans avant la disparition de Lara, un enfant avait déjà disparu. Un garçon. Il s'appelait Matthew. Il avait 7 ans. On n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Il rentrait de l'école chez ses grands-parents, un trajet qui passait également par la forêt. Lui aussi avait disparu entre 2 points connus. Un vêtement a également été retrouvé, soigneusement plié. Et là aussi, il n'y avait aucun témoin. La police a ensuite comparé les 2 affaires. À l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'une coïncidence. Aujourd'hui, cela semble différent, trop similaire, trop silencieux. Dans les 2 cas, il n'y avait pas de lettre d'adieu, rien de particulier. Et surtout, aucune trace indiquant où l'enfant aurait pu être emmené. Le dossier de Matthew a été rouvert après la disparition de Lara. Un fonctionnaire qui était déjà en service à l'époque s'est souvenu d'un détail. À l'époque, on avait interrogé un homme qui vivait seul dans une cabane dans la forêt. Il s'appelait Clyde M. et était un solitaire. Pas de famille, pas de travail. Juste une camionnette rouillée et un chien. Il a été interrogé à plusieurs reprises, mais jamais inculpé. Pas de preuves. Après la disparition de Lara,
son nom a refait surface. Il vivait toujours dans les environs, toujours seul, toujours avec son chien. Un fonctionnaire lui a rendu visite. Clyde a dit qu'il n'avait rien vu, rien entendu. Il savait qu'une fille avait disparu, mais il n'avait rien à voir avec ça. Puis il a dit une phrase qui est restée. « Je connais cette forêt mieux que quiconque. Si quelqu'un veut cacher quelque chose ici, personne ne le trouvera. » La police n'avait rien contre lui. Pas de mandat de perquisition, pas de soupçon concret. Mais depuis, Clyde était dans le collimateur des autorités. Il était surveillé, sans relâche. Mais tout restait calme. Millersburg n'avait jamais été très éclairée. Mais maintenant, elle était encore plus sombre. Et les gens commençaient à se demander si la forêt n'était vraiment qu'une forêt, ou un endroit qui retenait quelque chose que personne ne voulait voir. Une semaine passe, puis 2. Les recherches se réduisent, deviennent plus calmes, plus prudentes. Les équipes de télévision partent. Les bénévoles rentrent chez eux. Seule la famille reste, entre espoir et paralysie. La police continue de travailler, mais le rythme ralentit. Au lieu de la forêt et des chemins, ce sont désormais des noms qui comptent, des liens, des personnes qui avaient accès à Lara. Le premier suspect est évident. Clyde M., le solitaire de la forêt. Son nom est en tête de liste. Les enquêteurs le vérifient à nouveau. Cette fois-ci, plus minutieusement, ils fouillent sa propriété, avec son accord. Rien. Pas de vêtements, pas de traces, pas de pièces cachées. Il leur montre même son journal intime. Il n'y a pas un mot sur Lara. Le deuxième suspect est plus surprenant. Un professeur d'art plastique à l'école de Lara, M. Holloway, 33 ans, nouvel arrivant. Un homme à la voix calme et aux loisirs étranges. Sculpture sur bois, insectes empaillés, taxidermie. Une collègue avait signalé qu'il regardait souvent Lara trop longtemps. Lui-même dit qu'il la trouvait simplement très douée. 3 jours après l'interrogatoire, Holloway déménage soudainement, sans donner de raison, sans préavis, sans laisser d'adresse. La police le suit jusqu'au Kentucky et le retrouve dans une petite pension. Il dit qu'il avait peur d'être soupçonné à tort. Il n'a pas d'alibi pour l'après-midi de sa disparition, mais il n'y a pas non plus de preuves. Le troisième nom vient du quartier. Un père qui se rendait souvent au terrain de jeu, bien que son propre enfant n'y ait jamais joué. James Whittaker, 40 ans. Chômeur, divorcé, vivant chez sa sœur. Certaines mères avaient dit qu'il était étrange. Il demandait aux enfants leur nom. Il leur demandait quand ils devaient rentrer chez eux. La police l'interroge. Whittaker nie tout. Il dit qu'il se promenait simplement. Aucune plainte n'a été déposée contre lui. Pas de photos, pas de témoignages concrets. Encore une fois, rien. 3 noms, 3 hommes, 3 pistes. Mais tout reste vague. Rien qui justifie un mandat de perquisition. Rien qui justifie une arrestation. Rien qui ramènera Lara. Mais alors, quelque chose d'étrange se produit. Un homme appelle anonymement la police. Pas de voix. Seulement un enregistrement. On entend une fille chanter. Cela ressemble à une chanson pour enfants. Puis une voix masculine, indistincte, faible, presque chuchotée. Elle est encore là. Vous cherchez au mauvais endroit. La police prend l'enregistrement au sérieux. Elle tente de déterminer d'où il provient, sans succès. Aucun signal clair, aucune trace. La piste mène à une impasse. Mais les agents s'inquiètent. S'agit-il d'une mauvaise blague? Ou d'un indice? Et si c'est un indice, pourquoi maintenant? Le village commence à parler. Tout le monde soupçonne tout le monde. Les familles ne se fréquentent plus. Les parents ne vont plus chercher leurs enfants à l'arrêt de bus, mais les conduisent directement à l'école. Le village, qui était toujours calme, devient bruyant, non pas à cause des mots, mais à cause de la peur. Et Lara reste introuvable. 3 mois après la disparition de Lara, la police se retire officiellement. Les dossiers sont classés, les conférences de presse suspendues. L'affaire n'est pas classée, mais suspendue.
un terme qui signifie tout simplement « nous n'avons plus rien ». Pour la famille, c'est comme une seconde perte. Il ne manque pas seulement l'enfant, il manque aussi la recherche, le mouvement, l'espoir. La mère de Lara déclare dans une interview qu'elle n'a jamais eu autant l'impression de parler à un mur. Et ce mur n'écoute pas seulement, il ne bouge pas non plus. La chambre de l'enfant reste telle qu'elle. Les livres sur l'étagère, le lit défait, la note sur la porte indiquant « ne pas déranger », tout reste en place. Comme si Lara pouvait revenir à tout moment. Mais le monde continue de tourner. Les journalistes partent, les voisins vont travailler. L'école recommence, et le nom de Lara est de moins en moins mentionné. D'abord dans la rue, puis dans les journaux, puis même dans les conversations familiales. Un seul reste sur le dossier. Le détective Lou Frazier, un homme d'une 50aine d'années, proche de la retraite, barbe grise, regard calme, épais porte-documents en cuir. Dès le début, il a eu le sentiment que cette affaire était différente, qu'il y avait quelque chose de plus profond qui se cachait là. Frazier commence à travailler seul, officieusement, après le travail, le week-end. Il passe en revue d'anciens dossiers, compare des témoignages. Il parle aux parents. Il note tout ce qui ne colle pas. Il établit une chronologie, une carte, une liste de toutes les personnes qui ont eu affaire à Lara. Ses collègues trouvent cela obsessionnel. Lui, il trouve cela nécessaire. Il découvre de petites incohérences. Par exemple, le témoignage du garçon qui dit avoir vu une camionnette blanche, pourquoi était-il seul ce jour-là? Ou l'indication concernant Whitaker, le visiteur du terrain de jeu. Pourquoi personne ne l'a-t-il photographié, alors que plusieurs mères avaient leur téléphone portable avec elles? Et pourquoi le professeur d'art plastique a-t-il déménagé si soudainement? Frazier n'a aucune preuve, mais il a un pressentiment. Et ce pressentiment lui dit que Lara n'a pas été choisie au hasard. C'était prémédité, bien pensé, et le coupable la connaissait. Mais il n'avance pas. Tout ce qu'il trouve, ce sont des pièces de puzzle sans image. Il envoie un rapport au procureur, mais celui-ci refuse d'ouvrir une enquête. Pas de nouvelles preuves, pas de budget, pas d'intérêt public. Frazier range donc le dossier sur l'étagère. Non pas parce qu'il abandonne, mais parce qu'il sait qu'il doit attendre. Attendre quelque chose. Attendre quelqu'un. Attendre le moment où le brouillard se dissipera. Car une chose est claire pour lui. Celui qui a enlevé Lara ne s'est pas simplement évaporé dans les airs. Et quelqu'un qui fait une chose pareille ne s'arrête pas là. Il a raison. Mais personne ne le comprendra avant de nombreuses années. Les années passent. Le monde change. De nouveaux présidents, de nouvelles guerres, de nouveaux scandales. Mais Lara reste introuvable. C'est comme si elle s'était effacée entre les lignes du temps. En 2012, un nouveau shérif est élu à Millersburg. Une nouvelle génération, de nouvelles méthodes, plus de technologie. On parle de numérisation, de criminalistique moderne, d'espoir. Mais le dossier de Lara reste dans une boîte en carton. Tout au fond, dans la salle des archives de la police. La poussière recouvre les coins, et personne ne le demande plus. La mère de Lara vit désormais à Nashville. Elle a repris le travail, mais rit rarement. Dans les interviews, elle ne dit guère plus qu'une phrase. « Je veux juste savoir où elle est. » Le père n'a jamais quitté la ville. Il boit. Tous les vendredis, il se rend à l'orée de la forêt, où Lara a été vue pour la dernière fois. Parfois, il reste assis là pendant des heures, sans parler à personne, seulement à lui-même. Et peut être à elle. L'amie d'autrefois, Emily, a maintenant 20 ans. Elle a longtemps gardé le silence. Mais un jour, elle accorde une interview, pas à la télévision, mais pour un petit podcast consacré aux affaires criminelles non élucidées, qui revient sur d'anciennes disparitions. Elle y prononce une phrase qui interpelle « Aujourd'hui, je ne crois plus que c'était spontané. J'avais l'impression que quelqu'un savait exactement quand nous allions passer par là. » L'animateur insiste. Emily raconte qu'avant la disparition de Lara, elle s'était sentie observée. 2 semaines auparavant, elle pensait que c'était son imagination,
Une voiture sombre garée dans la même rue. À plusieurs reprises, presque à la même heure. Elle n'en avait pas parlé à l'époque. Le podcast ne fait pas grand bruit. Il n'est pas écouté des millions de fois. Mais l'une des rares auditrices est une jeune journaliste qui travaille justement sur un reportage consacré aux affaires non résolues dans les régions rurales. Elle prend contact avec la mère de Lara. Et soudain, après 10 ans de silence, le téléphone sonne chez elle. Une fois de plus, quelqu'un demande des nouvelles de sa fille. Peu après, la journaliste appelle également le détective Lou Frazier. Il est à la retraite depuis longtemps. Mais lorsqu'elle prononce le nom de Lara, il est immédiatement de retour, éveillé, à l'écoute, prêt. Il s'envoie des emails. Frazier ouvre son vieux porte-documents en cuir et voit les choses sous un nouveau jour. Car ce qu'Emily a raconté ne correspond pas à ce qui figurait dans le dossier à l'époque. La police n'avait jamais demandé s'il y avait des véhicules suspects dans la rue. On avait seulement cherché dans la forêt. Mais si Lara n'avait pas disparu dans la forêt, si elle avait simplement été attirée là, bas, soudain, tout semble reprendre vie. Et quelque part, à seulement quelques heures de là, une autre histoire commence à se dérouler à ce moment précis. Un bâtiment en ruine, un terrain isolé, et un homme qui détient la clé d'un endroit où personne n'a mis les pieds depuis des années. Septembre 2023. Millersburg est devenu plus calme. Beaucoup de vieilles maisons sont vides. Les gens partent, les nouveaux arrivants sont rares. Près du centre du village se trouve un terrain qui n'a pas été utilisé depuis des années. Une ancienne maison de vacances. Bardage en bois, véranda, cave en contrebas avec sol en béton. Le bâtiment appartenait autrefois à un homme du nom d'Edward Holloway, un oncle de l'ancien professeur d'art de l'école de Lara. La maison appartient au comté depuis des années. Abandonnée, oubliée, elle n'est même pas officiellement enregistrée pour être démolie ou rénovée. Jusqu'à ce qu'une petite entreprise de construction soit chargée d'inspecter la cave en raison de moisissures, de problèmes de stabilité et d'une possible utilisation comme espace de stockage. Le 14 septembre 2023, un ouvrier du bâtiment perce une vieille dalle de béton à l'arrière de la cave, à l'aide d'un marteau-piqueur. En dessous, de la terre humide, irrégulièrement compactée. Il prend des photos et appelle le chef de chantier. En creusant, il tombe sur un film plastique. En dessous, un paquet, pas plus grand qu'un enfant. La police est appelée. Barrière, projecteur, relever des indices. La découverte est sans équivoque. Des restes humains, petits, enveloppés dans plusieurs couches de film plastique et de couverture. À côté, une peluche. Marron clair, usé, il lui manque un œil. Et un petit cadre en bois pâle avec un dessin d'enfant. Un arc-en-ciel. Les restes sont transportés au laboratoire médico-légal de l'État. Les enquêteurs procèdent avec prudence. Prélèvement d'ADN, examen dentaire, analyse de l'âge. Tout cela prend des jours, des semaines. Il n'y a pas de papier, pas d'identification claire. Seulement un vague sentiment. Une intuition qui plane comme une ombre sur toute la ville. À Millersburg, les gens parlent à voix basse, mais tous pensent la même chose. Et si c'était vraiment Lara? Le 9 octobre, la confirmation arrive. La police appelle la mère de Lara. L'ADN correspond. Les restes appartiennent à Lara C., disparue depuis novembre 2002. La voix de l'enquêteuse au téléphone est calme, presque mécanique. La mère dira plus tard qu'elle n'a plus entendu un son, seulement le bruit de son propre sang dans ses oreilles. Le corps de Lara n'était pas enterré. Il était caché, dans une pièce artificielle, fermée par du béton. La cave avait un mur supplémentaire, apparemment uniquement porteur, qui séparait un espace de 2 mètres carrés. À l'intérieur, des restes de moquettes, des jouets en bois, et des restes de papier peint. Du papier peint pour enfants. Motifs, des étoiles, des animaux, des ballons. Les experts légistes ont également constaté que le corps n'avait pas été déposé immédiatement après l'enlèvement. Certains indices suggèrent qu'il a été conservé pendant un certain temps. Les blessures aux os datent de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Aucun traumatisme évident. Aucune blessure par arme blanche ou par balle. La cause du décès reste incertaine.
Une chose est sûre cependant, Lara a été séquestrée pendant une longue période et à un moment donné, elle est morte, enveloppée dans une couverture, abandonnée et oubliée. La nouvelle fait l'effet d'un coup de tonnerre. Dans les médias, dans la ville, chez les personnes qui se souviennent de 2002 et chez celles qui pensaient que Lara était perdue à jamais. Mais maintenant qu'on l'a retrouvée, les vraies questions commencent. Qui était dans cette cave? Qui a amené Lara là-bas? Et était-elle vraiment seule? La découverte attire l'attention de tout le pays. Les chaînes d'information diffusent des émissions spéciales. Les talk-shows invitent des criminologues. La photo de Lara, prise peu avant sa disparition, est soudainement partout. Elle avait 9 ans. Elle souriait, avec détresse, comme si le temps s'était arrêté. Le médecin légiste publie les premiers détails. Le squelette est complet, à l'exception de plusieurs petits os. 2 phalanges manquent, probablement à cause de la décomposition. Les vêtements sont partiellement conservés. Une robe imprimée de soleil, un bandeau pour les cheveux. Aucun des deux n'appartient à Lara. Il semble étranger, comme s'il provenait d'une boutique d'occasion ou avait été choisi délibérément. Peut être pour lui donner un aspect neuf, ou parce qu'elle n'avait jamais apporté ses propres vêtements. La cause du décès reste inconnue pour l'instant. Il n'y a aucun signe de violence, aucun traumatisme contondant, aucune fracture, mais l'état des os indique des carences. Lara était sous-alimentée. Ses dents montrent des signes de négligence, et les cartilages de croissance indiquent qu'elle n'est pas morte immédiatement. Les experts en sont certains. Lara a survécu plusieurs semaines après son enlèvement, peut être même plusieurs mois. Autre détail frappant. La pièce dans la cave n'était pas improvisée. Elle avait été préparée, revêtue de panneaux de bois, de petits rideaux devant une unique fente laissant passer la lumière, une lampe au plafond, du papier peint pour enfants comme on en trouve dans une chambre de bébé, mais vieux, décoloré, comme s'il était là depuis des années. Une partie de la pièce semble presque habitable, mais il n'y a ni chauffage, ni toilette, ni eau. Seulement un matelas, une couverture, un tabouret, et dans un coin, une cage vide, à peu près de la taille d'une cage à lapin, vide, propre, inquiétante. La police reconstitue les faits. La pièce a été aménagée entre 1999 et 2002, peut être même spécialement pour Lara, ou plutôt pour quelqu'un d'autre. Une petite découverte met les enquêteurs sur une piste. Entre les planches du plancher se trouve un ongle cassé, recouvert de vernis rouge pailleté. La mère confirme que Lara ne portait jamais de vernis à ongles. Elle n'avait pas le droit. Alors, à qui appartient-il? L'analyse médico-légale révèle que l'ADN ne correspond pas à celui de Lara. Mais une comparaison dans les bases de données ne donne aucun résultat. Une chose est sûre, au moins une deuxième personne se trouvait dans cette pièce, probablement un autre enfant. La police garde cette information secrète dans un premier temps, pour des raisons tactiques. Mais en interne, l'alerte est donnée. Il ne s'agit pas d'un coup d'un criminel isolé et dépassé par les événements. Quelqu'un a planifié son geste, il s'est préparé, il voulait revenir. Une toute nouvelle piste s'ouvre alors. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui a tué Lara, mais aussi qui elle était pour lui. Et combien était-il? La cave où Lara a été retrouvée appartenait officiellement au comté. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Le transfert de propriété a eu lieu en 2015. À la suite du décès de l'ancien propriétaire, un homme âgé nommé Albert Holloway, enseignant à la retraite, veuf, sans casier judiciaire. Albert n'était pas suspect dans l'affaire initiale. Il avait alors 70 ans, était considéré comme calme, cultivé et aimable. Il était connu pour offrir des bonbons aux enfants qui faisaient leurs courses avec leurs parents. Personne n'avait jamais parlé de lui. Et pourtant, c'était lui le propriétaire de la maison sous laquelle Lara avait disparu. La police creuse plus loin. Albert Holloway était l'oncle de M. Holloway, le professeur d'art plastique qui avait soudainement disparu en 2002.
Il avait laissé la maison d'amis à son neveu. Elle n'avait jamais été inspectée. Pas de mandat de perquisition, pas de soupçons concrets. Seul le professeur était dans le collimateur, jamais la famille. Un enquêteur cherche des indices dans les archives successorales. Ce qu'il trouve est insignifiant, mais troublant. Des croquis de construction pour une rénovation de cave datant de 2001. Pas de documents officiels, mais des plans dessinés à la main. On y voit une pièce carrée, isolée, avec une ventilation, cachée derrière une dalle de béton. Les dessins portent les initiales A, H, puis quelqu'un dont personne ne connaissait l'existence se manifeste, Hannah Holloway, la fille d'Albert. Aujourd'hui âgée d'une quarantaine d'années, elle vit en Virginie et n'a aucun contact avec sa famille. Mais après avoir entendu la nouvelle, elle appelle elle-même la police. Elle raconte que, enfant, elle n'avait pas le droit d'entrer dans une pièce. Elle était fermée à clé, tout le temps. Son père disait que c'était dangereux, qu'il y avait des outils, des produits chimiques, des objets tranchants. Elle le croyait. Mais un jour, elle a regardé par une fente dans la porte. Un petit lit, du papier peint pour enfants, et une lampe qui restait allumée en permanence. Elle dit avoir refoulé ce souvenir. Son père était sévère, mais jamais violent. À ses 18 ans, elle a quitté la maison, et n'en a plus jamais parlé, jusqu'à aujourd'hui. La police lui montre les croquis. Elle reconnaît l'écriture. C'est celle de son père. Une chose est sûre, cette pièce a été construite à dessein, et bien avant la disparition de Lara. Les enquêteurs ordonnent une perquisition approfondie de la propriété. Parmi les vieux meubles et les journaux jaunis, ils trouvent un coffre en bois. À l'intérieur, des livres pour enfants, des vêtements de poupée et une cassette vidéo. Ils mettent la cassette dans une pochette, l'envoient au laboratoire et attendent. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont voir, mais un enquêteur dira plus tard. À partir de ce moment, nous avons su que nous n'avions pas affaire à un ravisseur, mais à un collectionneur. La cassette vidéo est visionnée dans un laboratoire spécial, numérisé, sauvegardé. La bande est endommagée, mais une grande partie est encore lisible. La qualité est mauvaise, l'image est saccadée, le son est parasité. Mais ce que l'on voit est clair. Une enfant est assise sur une chaise en bois. Elle porte une robe blanche avec un nœud bleu. Ses cheveux sont attachés en 2 tresses. Elle semble maigre, mais éveillée. Ses yeux regardent directement vers la caméra, puis elle se met à chanter. Une chanson pour enfants, doucement, hésitante. Twinkle, twinkle, little star. Elle est brièvement interrompue. Une voix masculine dit en arrière-plan. Un peu plus fort, Lara. Puis elle continue à chanter. L'enregistrement dure à peine 4 minutes. Puis, image fixe, noire. Les enquêteurs figent l'écran, zooment sur le visage. Comparaison avec des photos de Lara. Il n'y a aucun doute, c'est elle. Et la vidéo est datée du 12 février 2003, 3 mois après sa disparition. Cela signifie que Lara était encore en vie. Longtemps après le jour où tout le monde la croyait morte, mais quelque chose d'autre attire l'attention. La voix en arrière-plan, calme, claire, sans accent. L'analyse sonore révèle qu'elle n'appartient pas à Albert Holloway. Elle est trop jeune, trop lisse, et elle semble entraînée. La police fait analyser la bande sonore par des experts. Ils la comparent à d'anciennes interviews, interrogations, enregistrements. Cela prend des semaines. Puis la correspondance est établie. La voix appartient à l'ancien professeur d'art, Monsieur Holloway, le neveu d'Albert, l'homme qui avait quitté Millersburg précipitamment à l'époque, l'homme que personne n'avait jamais vraiment interrogé. Il vit aujourd'hui en Caroline du Nord. Nouveau nom, nouvelle vie. Il enseigne à nouveau, cette fois dans une école d'art privé pour adolescents. Personne là. Bah ne sait rien de son passé. La police émet un mandat d'arrêt. Début décembre 2023. Il est arrêté. Dans sa maison, les enquêteurs trouvent une collection de croquis. Des filles en vêtements d'enfants, toujours dans le même style. Beaucoup ont des tresses. Certaines portent des masques et un dessin qui ressemble à la pièce du sous-sol. Il est emmené menotté, devant les caméras.
Il ne dit qu'une seule phrase. « Je ne lui ai jamais fait de mal. » Mais personne ne le croit, car quoi qu'il se soit passé là-bas, c'était planifié, c'était documenté, et ce n'était pas la première fois. L'interrogatoire de M. Holloway dure plus de 6 heures. Il parle peu. Il dit souvent qu'il ne se souvient pas, ou « c'était il y a longtemps ». Mais quand on lui montre la vidéo, il se tait. Puis, il dit « ce n'était pas mon idée ». Les enquêteurs lui demandent qui en a eu l'idée. Il reste silencieux. Mais au bout de 2 jours, il commence à parler. Pas de son plein gré, mais parce qu'il se rend compte qu'il n'y a plus d'issue. Il avoue avoir connu Lara. Elle était calme, facile à diriger. Au début, il était juste curieux. Puis son oncle, Albert Holloway, lui a parlé de la cave, d'une pièce que personne ne connaît. Il affirme que Lara n'a jamais été battue. Elle avait tout. Mais l'autopsie dit autre chose. Carence, faiblesse, déshydratation, pas de soins médicaux, pas de liberté. Les enquêteurs l'interrogent sur la deuxième voie, sur l'ongle brillant, sur le nom Chloé trouvé sur un vêtement. Holloway dit qu'il n'en sait rien. Mais dans son carnet, il y a une note. Chloé, Dix-9, 98, trop petite, trop bruyante et partie vite. La police continue de creuser. Elle consulte les registres des personnes disparues, compare les données. Et effectivement, en 1998, une fillette nommée Chloe Ann White a été portée disparue. Âgée de 4 ans, vue pour la dernière fois à Sweetwater, à environ 70 miles de là. À l'époque, l'affaire avait été classée comme enlèvement parental. La mère était en traitement, le père avait disparu. Mais aujourd'hui, une chose semble claire. Chloé n'a jamais été enlevée, du moins pas par ses parents. Une comparaison ADN avec l'ongle trouvé dans la cave le confirme, il s'agit bien de Chloé. Son ADN a été enregistré en 2018 lors d'un test génétique familial effectué sur une parente éloignée, par pur hasard. Et maintenant, il correspond. Une chose est sûre, Lara n'était pas le premier enfant. Chloé est arrivée avant, et elle n'était probablement pas la dernière. Monsieur Holloway nie avoir tué Chloé. Il dit qu'elle a disparu alors qu'il se trouvait chez son oncle. Il n'a plus jamais revu Chloé depuis. Les enquêteurs en doutent. Mais sans corps, il n'y a pas de preuves. Seulement la robe, seulement le nom, seulement un ongle. L'enquête se concentre désormais sur la propriété, la maison, les environs. Plusieurs jardins à proximité sont fouillés. Les chiens pisteurs aboient, mais aucun autre corps n'est retrouvé. Pourtant, pour la police, une chose est claire. Holloway n'était pas seul responsable. Il faisait partie d'un réseau. Il était un complice. Et Albert Holloway, mort depuis longtemps, était plus qu'un simple observateur silencieux. Il était l'architecte. Et peut-être y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a jamais été mentionné. Quelqu'un qui tenait la caméra, ou qui installait l'éclairage, ou qui choisissait le premier enfant. Car ce système a eu un début, et personne ne connaît encore sa fin. Lors d'une nouvelle fouille de la cave, un agent remarque une anomalie. Le mur nord, juste en face de la pièce cachée, semble plus épais que sur le plan de construction. Un test de cavité confirme ses soupçons. Un mur a été ajouté à un moment donné, sans aucune fonction. Il cache quelque chose. Le mur est ouvert à l'aide d'outils lourds. Derrière, une petite pièce, à peine plus grande qu'une cabine de douche. Pas de fenêtre, pas de lumière, seulement une boîte en métal. À l'intérieur, un vêtement enroulé rose avec des paillettes, cousu sur l'étiquette, le nom Chloé. La robe est vieille, délavée, mais intacte. À côté se trouve une petite poupée en bois sculptée à la main. Sur son ventre est gravé un X et une date, 27 novembre 2002. Les enquêteurs retiennent leur souffle. C'est le jour où Chloé a été portée disparue. Et il y a autre chose. Une cuillère, découverte pour enfants, marquée de traces de dents, comme si quelqu'un les avait mordillées à plusieurs reprises. Et sous le tissu, à peine visible, une photo jaunie, floue. Mais on distingue une enfant assise sur un tapis,
avec un tableau rempli de blocs de construction colorés. Le visage est flou, mais la photo porte un nom au dos, Lydia. Aucun enquêteur ne connaît ce nom. Il cherche dans les bases de données, dans les anciens dossiers de personnes disparues, et ne trouve rien. Aucun dossier au nom de Lydia. Aucun enfant disparu dans la région avec ce prénom. Aucune plainte. Rien. La théorie change. Peut-être n'y a-t-il jamais eu que des victimes connues. Peut-être y avait-il des enfants dont personne ne signalait la disparition, parce qu'ils n'avaient pas de famille, parce que personne ne les cherchait, ou parce que les personnes qui auraient dû les rechercher faisaient elles-mêmes partie du complot. La découverte de la deuxième pièce fait la une de tous les journaux. L'affaire est à nouveau relayée par les médias. Le terme « cave des ombres » apparaît dans la presse. Certains parlent d'une cachette de série. D'autres évoquent une structure pédophile. Mais rien n'est confirmé. Il n'y a ni organisation, ni réseau, ni preuve. Seulement des pièces. Seulement des vêtements. Seulement des noms. Et la grande question. Qui est Lydia? Le détective Lou Frazier, officiellement sorti de sa retraite, émet une nouvelle théorie. Il pense qu'il n'y avait pas seulement des coupables, mais aussi des complices. Des gens qui savaient ce qui se passait là-bas, qui se taisaient, qui détournaient le regard, ou qui en profitaient eux-mêmes. Et s'il existe une troisième pièce, il y en a peut être une quatrième, ou une deuxième maison, un deuxième terrain, un deuxième endroit qui ressemble exactement au premier, mais encore plus fermé, car un homme comme Albert Holloway ne planifie pas pour un an. Il planifie pour des décennies. Et Lara n'était pas la fin. Elle n'était que le début de la fin. L'enquête atteint son apogée. Plus de 30 fonctionnaires travaillent désormais sur l'affaire. Le dossier Lara C. n'est plus depuis longtemps un cas parmi tant d'autres. Il est devenu un symbole, celui d'une défaillance systémique, de traces négligées, du silence de tout un village. Les déclarations de M. Holloway, le professeur d'art, mènent les enquêteurs vers d'autres noms. Entre autres, celui d'un ancien collègue de son oncle Albert, un homme du nom de Benjamin R., aujourd'hui âgé de 63 ans. À l'époque, il vivait dans une caravane à 15 minutes de la maison des Holloway. Aujourd'hui, il vit reclus dans une maison de retraite. Lorsqu'il est interrogé, il semble confus, mais pas dément. Les agents lui montrent la photo de la poupée, le nom Lydia et la cassette vidéo. Il répond à peine. Mais lorsqu'il lui montre la photo de Lara, il dit doucement « C'était la fille aux yeux calmes ». Puis il se tait à nouveau. Une perquisition à son domicile apporte de nouvelles preuves. Dans une vieille boîte à outils, on trouve des notes manuscrites, des noms, des dates, des lieux. Lydia, 1986, 3 jours. Lara, 14 novembre 02, mieux que prévu. Les notes sont anciennes. Le papier est jauni. Ce ne sont pas des listes, mais des notes personnelles, des souvenirs, presque comme des trophées. Dans le garage se trouve une deuxième boîte, non ouverte. Elle contient un vieux caméscope avec une cassette dans le lecteur. La vidéo n'a jamais été rendue publique, mais les enquêteurs en parlent plus tard. Elle montre Lara dans la même pièce que sur la première cassette, mais plus âgée, amaigrie, calme. Elle ne regarde plus la caméra. Elle ne parle plus, c'est le dernier signe de vie. Selon l'expertise médico-légale, l'enregistrement a été réalisé en avril 2003, 5 mois après son enlèvement. 2 mois avant sa mort, estiment plus tard les médecins légistes. Il n'y a aucune certitude quant à la cause exacte du décès, mais les indices s'accumulent. Lara a été négligée, isolée, mise sous sédatif. Des traces d'un sédatif à base de plantes ont été retrouvées dans les restes osseux, probablement administrés pendant une longue période. Albert Holloway est déjà décédé à ce moment-là. Benjamin R. est inculpé pour plusieurs chefs d'accusation. Complicité de séquestration, meurtre par omission, participation à un réseau criminel. M. Holloway est inculpé de tous les chefs d'accusation. Son procès s'ouvre en février 2024.
L'acte d'accusation comprend la séquestration ayant entraîné la mort, la maltraitance d'enfants et la manipulation de preuves. Il ne faut que 4 heures au jury pour rendre son verdict. Coupable. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Benjamin R. décède 2 semaines avant son procès d'une crise cardiaque. Beaucoup de questions restent donc sans réponse. Lydia est toujours portée disparue. Son identité n'a pas été établie, et personne ne sait s'il y a d'autres enfants. Mais une chose est sûre, Lara n'était pas là par hasard. Elle faisait partie d'un plan, d'une structure, d'un monde dérangé qui ne fonctionnait que parce que personne ne regardait de près. Et être, c'est la pensée la plus douloureuse. Être aurait-on pu la sauver si on avait écouté plus tôt, si on avait posé les bonnes questions, si on n'avait pas sous-estimé la forêt. Après la condamnation de M. Holloway, Millersburg respire pour la première fois depuis 2 décennies. Mais ce n'est pas un soupir de soulagement. C'est plutôt un lâcher-prise silencieux et prudent, car même si l'affaire semble résolue, il reste une part d'ombre dans les maisons, dans les esprits, dans les années perdues. La mère de Lara n'assiste pas au procès. Elle le suit sur un petit écran dans une pièce voisine. Plus tard, elle dit qu'elle ne pouvait pas entendre la voix de l'homme sans voir le visage de sa fille devant elle. Elle décide de faire inhumer la dépouille de Lara dans le caveau familial. Une petite cérémonie, uniquement en présence des amis proches, sans les médias. La date du décès n'est pas inscrite sur la pierre tombale. Seul son nom y figure. Et en dessous, parti trop tôt, aimé pour toujours. La ville érige un mémorial. Une simple pierre, à l'orée de la forêt, là où Lara a été vue pour la dernière fois. À côté, un banc en bois et une petite statue en bronze, une fillette avec des tresses, assise, les genoux repliés contre la poitrine. Dans les semaines qui suivent, beaucoup de gens se manifestent. Des parents, des enseignants, d'anciens voisins. Ils donnent des interviews, écrivent des lettres, parlent de culpabilité, de ce qu'on aurait pu remarquer, ou dire, ou ne pas ignorer. Le détective Lou Frazier reçoit une nouvelle distinction. Il refuse une décoration officielle, mais accorde une interview. Il y déclare « Je n'ai jamais connu Lara, mais je l'ai mieux comprise que beaucoup de personnes qui étaient proches d'elle, et j'aurais aimé le faire plus tôt. » Puis il prend sa retraite, pour de bon cette fois. La journaliste qui a suivi l'affaire pendant des années publie un livre intitulé « Zimmer aux Hulls, Chambre en bois ». Il devient un best-seller, non pas à cause du crime, mais à cause des détails discrets, des voix qui n'ont pas été entendues, des portes qui n'ont jamais été ouvertes. Et pourtant, il reste une dernière phrase que personne ne peut oublier. Dans la cave, derrière la 2e pièce, il y avait un mur en bois. À l'arrière, presque invisible, gravé avec un clou, on pouvait lire. Il y en a encore une. À ce jour, personne ne sait qui l'a écrit, ni quand. L'écriture n'a jamais pu être identifiée. Et c'est sur cette phrase que se termine l'affaire Laracé, officiellement classée, mais pour beaucoup, toujours en suspect. Car dans des affaires comme celle-ci, il ne s'agit pas seulement de justice. Il s'agit de regarder, même quand il est presque trop tard. Si tu as aimé cette vidéo, soutiens-moi en cliquant sur « J'aime » et abonne-toi à ma chaîne. Cela ne te prendra que 5 secondes et m'aiderait beaucoup. À la prochaine.